Avant de commencer, si tu es nouveau ici et que les grands mystères du crime te fascinent, abonne-toi maintenant et mets un like à cette vidéo. Ça nous aide énormément et ça ne te coûte rien. Alors, éteins les lumières, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu ne vas pas l'oublier de sitôt. Il y a des affaires que la police classe sans suite, des affaires que des familles pleurent pendant des décennies sans réponse, des affaires que le monde considère comme mortes. Et soudain, sans prévenir, la vérité refait surface. Que se passe-t-il quand un crime parfait cesse de l'être? Qu'est-ce qui fait qu'un meurtrier qui croyait avoir échappé à la justice pour toujours finit par être retrouvé 40 ans plus tard? Aujourd'hui, nous allons parcourir 7 de ces affaires. 7 histoires enterrées dans le silence pendant des années, des décennies, parfois plus d'un demi-siècle, et qui ont été résolues de la façon la plus inattendue qui soit. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière affaire va changer ta façon de voir le monde. Affaire numéro 1, le tueur de l'État doré, le crime parfait qui a duré 44 ans. Pendant plus d'une décennie, entre 1974 et 1986, l'État de Californie a vécu sous la terreur d'un homme que personne ne pouvait voir. Il commença par s'introduire la nuit dans des maisons pour voler des sous-vêtements et des objets sans valeur. Puis, il passa au viol, et finalement, au meurtre. 50 viols, 13 meurtres, 11 comtés différents. La police californienne le chercha pendant des décennies sans trouver. Pas une empreinte digitale exploitable, pas un témoin capable de l'identifier, seulement la trace d'un homme qui se déplaçait comme une ombre et disparaissait sans laisser de traces. À un moment, les enquêteurs en vinrent à croire qu'il ne serait jamais retrouvé, qu'il était mort impuni, que ce dossier resterait ouvert pour toujours. Ils avaient tort. En 2018, les enquêteurs décidèrent de tenter quelque chose qui n'avait jamais été fait à cette échelle. Ils prirent l'ADN conservé sur les scènes de crime et le téléversèrent sur GEDmatch, une base de données publique de généalogie génétique où des personnes du monde entier déposent leur profil génétique pour rechercher des membres de leur famille. Ce qu'ils trouvèrent ne fut pas le meurtrier directement. Ils trouvèrent ses cousins éloignés. À partir de là, une généalogiste nommée Barbara Rae-Venter se mit à construire un arbre généalogique remontant jusqu'au 19e siècle. Actes de naissance, registres de décès, recensements historiques. Génération après génération, branche après branche, elle réduisit la liste des suspects possibles jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul nom. Joseph James DeAngelo, 72 ans, ancien policier, voisin tranquille du comté de Sacramento. L'homme qui, pendant des années, avait côtoyé ses voisins comme un retraité inoffensif, vivait à quelques kilomètres des scènes de ses premiers crimes. Pour le confirmer, les enquêteurs le suivirent en secret. Ils recueillirent son ADN sur un mouchoir qu'il avait jeté à la poubelle. Correspondance parfaite. Le 24 avril 2018, 4 décennies après son premier meurtre, Joseph James DeAngelo fut arrêté. En 2020, il fut condamné à 11 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. 44 ans, il crut avoir échappé à la justice, et un parent éloigné qui ne l'avait jamais connu le livra sans le savoir. Affaire numéro 2. L'infirmière de Floride, 37 ans de silence. Le 27 octobre 1986, Betty Scalf se rendit à l'appartement de sa fille Teresa parce que celle-ci n'était pas allée travailler, n'était pas allée chercher son fils à l'école et ne répondait pas au téléphone. Quand elle ouvrit la porte avec une carte de crédit, elle trouva sa fille de 29 ans sur le sol, dans une mare de sang. Teresa Lee Scalf, infirmière, mère d'un garçon de 8 ans, avait été attaquée avec une violence extrême. La police recueillit des preuves sur la scène, notamment du sang qui n'appartenait pas à la victime. Le sang du meurtrier. Ils l'introduisirent dans la base de données du FBI. Aucune correspondance. L'affaire fut classée froide et elle resta ainsi pendant 37 ans. En 2021, la fille de Teresa, devenue adulte, appela la police pour demander s'il y avait des avancées. Cet appel relança l'affaire. Les enquêteurs firent appel à un laboratoire privé spécialisé en généalogie forensique
disposant d'une base de données différente de celle de la police, plus large, alimentée par des tests de paternité et des litiges successoraux. En croisant le sang du meurtrier avec cette base de données, ils trouvèrent une correspondance éloignée. Un homme ayant demandé un test de paternité avait un ADN compatible. Les enquêteurs le contactèrent, lui demandèrent de nommer ses proches, et parmi cette liste apparut le nom de Donald Douglas. Donald Douglas, le voisin de l'immeuble de Teresa, l'homme qui, cette nuit-là, avait dit n'avoir rien vu ni entendu. En 2023, 37 ans après le crime, il fut arrêté. Betty Scalf, la mère de Teresa, avait 84 ans quand elle apprit que le meurtrier de sa fille avait enfin été identifié. Elle dit quelque chose qui résume tout. Je crois que c'est pour ça que j'ai vécu si longtemps. Affaire numéro 3. La soldate assassinée et le portrait robot d'ADN. Le 17 mars 1987, Darlene Krashok, une jeune soldate de 21 ans, fut retrouvée morte près de Colorado Springs, dans le Colorado. Elle avait été violée et assassinée. La police recueillit des échantillons d'ADN de l'agresseur, mais à l'époque, la technologie ne pouvait pas en faire grand-chose. L'affaire fut classée. Pendant plus de 3 décennies, le dossier accumula la poussière. En 2019, les enquêteurs décidèrent de tester une technologie entièrement nouvelle développée par la société Parabon Nanolab. Elle s'appelle Snapshot et elle fait quelque chose qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. À partir d'un échantillon d'ADN dégradé, elle génère un portrait robot du suspect. Elle prédit la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le teint de peau et même la forme du visage. Ce portrait robot en main, les enquêteurs croisèrent les données avec les fichiers de permis de conduire des suspects potentiels correspondant au profil géographique et démographique de l'affaire. Un seul correspondait. Michael White, un sergent de l'armée à la retraite qui avait vécu à seulement 5 km du lieu du crime en 1987. En juin 2021, 34 ans après l'assassinat, un jury populaire le déclara coupable. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le meurtrier croyait que le temps le protégeait. Il ne comptait pas sur le fait que la science pourrait reconstruire son visage à partir d'une goutte de sang oubliée dans un laboratoire. Affaire numéro 4. Le tueur de la rivière Fox. 45 ans d'attente. En mars 1979, Kathy Hall, 19 ans, disparut à North Aurora, dans l'Illinois, alors qu'elle allait chercher sa sœur. Son corps fut retrouvé 3 semaines plus tard dans la rivière Fox. Elle avait été assassinée. Les enquêteurs de l'époque firent tout ce qu'ils pouvaient. Ce ne fut pas suffisant. L'affaire se refroidit. Pendant des années, le nom de Bruce Lindahl commença à émerger comme suspect dans plusieurs crimes non résolus dans la banlieue de Chicago. C'était un technicien électricien qui mourut en 1981, se vidant de son sang après s'être accidentellement coupé une artère avec son propre couteau lors d'une attaque ratée. Mort et ne pouvant être jugé, son nom resta dans le flou. En 2023, les enquêteurs appliquèrent sur les vêtements détériorés de Kathy, conservés pendant plus de 4 décennies, une technique de pointe appelée MVAC. Ce système pulvérise une solution stérile sur les preuves et aspire toute trace d'ADN, aussi minime et dégradée soit-elle. L'ADN trouvé sur les vêtements de Kathy correspondait à celui de Bruce Lindahl, avec une probabilité de 9,4 billions contre 1. Affaire classée. 45 ans après. Lindahl ne paya jamais ses crimes devant la justice. Mais au moins, la famille Hall connut la vérité. Dans un communiqué, ils déclarèrent « Bien que revivre cette affaire ait été incroyablement difficile, nous sommes profondément reconnaissants d'avoir enfin une conclusion. » Parfois, la conclusion n'arrive pas avec une condamnation. Parfois, elle arrive avec un non. Avant de continuer avec les 3 affaires restantes, si cette histoire te touche, si tu penses que les mystères que cache le monde méritent d'être racontés, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous apportons des histoires comme celle-ci. Appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche. Et maintenant, les affaires qui te manquent sont les plus troublantes. Affaire numéro 5. L'infirmière de Las Vegas, 42 ans sous les ongles.
La nuit du 26 décembre 1980, Sandra DiFelice, 25 ans, fut retrouvée morte dans son appartement de Las Vegas. Elle avait été attaquée avec brutalité. La police eut dès le départ un suspect d'intérêt, Paul Nuttall, une connaissance de la colocataire de Sandra dont l'empreinte digitale apparut sur la scène. Mais l'empreinte ne suffit pas à l'inculper, car il avait une raison logique d'avoir été dans cet appartement. L'affaire fut classée froide. 41 ans plus tard, en 2021, la fille de Sandra, qui avait alors plus de 40 ans, appela la police pour demander s'il y avait des avancées. Cet appel relança l'affaire. En réexaminant les anciennes preuves, les enquêteurs découvrirent quelque chose que personne n'avait analysé en 1980 parce que la technologie n'existait pas. Sous les ongles de Sandra, il y avait de l'ADN. L'ADN de quelqu'un avec qui elle avait lutté dans ses derniers instants. L'analyse génétique montra une correspondance directe avec Paul Nuttall, qui avait alors 65 ans. 42 ans après le crime, Paul Nuttall fut arrêté. La technologie qui n'existait pas en 1980 le retrouva en 2022. Sandra lutta cette nuit-là, et bien que personne ne l'ait su pendant des décennies, elle laissa la preuve parfaite. Affaire numéro 6. La petite fille du désert d'Arizona, 62 ans sans nom. Le 31 juillet 1960, dans le désert d'Arizona, le corps d'une petite fille âgée de 3 à 6 ans fut retrouvé, partiellement enterré dans le sable. Personne ne la réclama. Personne ne signala sa disparition. Personne ne la connaissait. Pendant des décennies, elle fut connue simplement sous le nom de Little Miss Nobody, la petite fille sans nom du désert. Les autorités tentèrent de l'identifier à de multiples reprises au fil des années. Sans succès, les méthodes de l'époque étaient insuffisantes. À un moment, l'affaire sembla vouée à rester sans réponse pour toujours. En 2022, plus de 60 ans après, les enquêteurs appliquèrent la généalogie génétique au reste de la fillette. Ils croisèrent son profil génétique avec des bases de données familiales et trouvèrent des parents vivants. À partir de là, ils reconstituèrent l'arbre généalogique et trouvèrent le nom qui était resté dans le silence pendant 6 décennies. Sharon Lee Gallegos. Elle avait 4 ans. Elle avait disparu au Nouveau-Mexique en 1960 et sa famille n'avait jamais su ce qui lui était arrivé. 62 ans après, Little Miss Nobody retrouva son nom. L'affaire du meurtrier reste non résolue, mais la petite fille n'est plus une inconnue. Affaire numéro 7. La lignée qui trahit le meurtrier. L'histoire qui change tout. Cette dernière affaire n'a pas de nom célèbre. Elle ne fit pas la une des grands journaux, mais c'est peut-être celle qui résume le mieux tout ce que nous avons vu aujourd'hui. En 1975, Lindy Sue Bichler, 19 ans, fut assassinée de 19 coups de couteau dans son appartement en Pennsylvanie. Les enquêtes initiales ne menèrent nulle part. L'affaire fut classée. Des décennies plus tard, les enquêteurs firent appel à C.C. Moore, l'une des meilleures généalogistes génétiques au monde. À partir de l'ADN trouvé sur la scène du crime, Moore commença à tracer des lignes généalogiques. Elle découvrit que le meurtrier avait des ancêtres à Gasperina, un petit village d'Italie. Avec cette information, les enquêteurs commencèrent à analyser des arbres généalogiques dans la région où le crime avait eu lieu, cherchant quelqu'un correspondant à ce profil génétique, cette géographie et la tranche d'âge du suspect. Le nom qui émergea fut David Sinopoli, un homme de 68 ans qui vivait sa vie normalement depuis des décennies. Pour le confirmer, les enquêteurs le surveillèrent pendant des mois, et un jour, dans un aéroport, Sinopoli prit un café et jeta le gobelet en carton à la poubelle. Les agents le récupérèrent immédiatement. L'ADN du gobelet correspondait à l'ADN de la scène du crime de 1975. En juillet 2022, David Sinopoli fut arrêté. 47 ans après avoir commis le crime, une tasse de café jetée à la poubelle fut sa condamnation. Nous arrivons à la fin, et je veux que tu penses à quelque chose avant de fermer cette vidéo. Toutes ces affaires ont quelque chose en commun. Dans chacune d'elles, le meurtrier crut avoir gagné, que le temps était son allié, que la distance, le silence ou la mort des témoins effaceraient ce qu'ils avaient de l'être. Et dans chacune d'elles,
ils avaient tort. L'ADN n'oublie pas. L'ADN ne se fatigue pas. L'ADN ne se prescrit pas. Et aujourd'hui, avec la généalogie génétique, peu importe si le coupable figure dans une base de données policière, il suffit qu'un parent éloigné, à l'autre bout du monde, ait envoyé un échantillon de salive pour rechercher ses origines. Sans le savoir, il peut être en train de livrer un meurtrier. Le crime parfait n'existe pas. Il n'existe que des enquêtes qui n'ont pas encore trouvé le bon outil. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu ne savais pas, mets un like. Ça nous aide à continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces 7 affaires t'a semblé la plus marquante? On se retrouve dans la prochaine vidéo.